Salut à tous, on se retrouve pour la dernière fois de cette année 2024 pour faire un petit bilan de celle-ci et regarder un petit peu quel sera le programme de 2025. C'est la traditionnelle vidéo de fin de saison que beaucoup font et que j'avais envie de faire aussi. Contrairement aux vidéos de course en elles-mêmes, ça prend beaucoup moins de temps à préparer et à monter, donc j'ai pas de raison de pas le faire. Et puis surtout, ça va me permettre de répondre à quelques questions que j'ai reçues par MP sur mes différents réseaux. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Ensuite, on reviendra sur cette grosse année 2024 et je terminerai par le programme de 2025. Pour commencer, j'ai eu pas mal de questions concernant les jours 3 et 4 de l'UT4M que, effectivement, je n'ai pas publié sur YouTube. J'avais bien terminé les courses, j'avais bien tout filmé, comme d'habitude, sauf que j'ai eu un gros problème de disque dur une fois que j'ai terminé de monter le Vercors et le Taillefer, donc les jours 1 et 2. Et tous les rushs de Beldon, Chartreuse et également des 2 dernières semaines de la prépa TDS sont perdus. Voilà, j'ai tout tenté, mais ils sont irrécupérables. Donc ces vidéos ne verront jamais le jour. C'est dommage, mais c'est comme ça, rien de bien grave. C'est vrai que dans la préparation TDS, donc les 2 dernières semaines, j'analysais notamment le parcours de la TDS. Ça, c'est pas grave, je pourrais le refaire, pourquoi pas cet été, avant la TDS, si ça vous intéresse. Et puis pour ce qui est de Beldon, Chartreuse, donc les 2 derniers jours du T4M, ça me donnera une bonne raison de retourner sur cette course, pourquoi pas pour faire les 4 massifs d'une seule traite sur le format extrême. Deuxième question, qui est probablement celle qui revient le plus, c'est concernant l'équipement que j'utilise, que ce soit en course ou même parfois pour m'entraîner. Donc chaussures, sacs, et même on me pose aussi des questions sur le matos que j'utilise pour filmer. Alors je pense que dès 2025, si je trouve le temps, parce que ça reste quelque chose qui prend du temps de faire des vidéos, dès 2025, je vais essayer de vous faire des vidéos retour un petit peu, au moins sur les chaussures que j'ai utilisées, donc particulièrement celles de la marque Altra, que j'utilise beaucoup, même s'il y a eu quelques tromperies pour en tester d'autres. Mais en général, je finis toujours par y revenir. Et puis j'en profiterai pour vous parler des autres choses que j'utilise, que ce soit le sac, la veste, voilà. Le sac, j'ai quasiment pas changé depuis le début. Même les bâtons, on m'a posé des questions sur les bâtons aussi. Donc je pourrais revenir là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour le matos vidéo, même chose, je pourrais faire des vidéos à ce sujet, même si je pense que ça en intéresse moins. Mais bon, si je continue à avoir des demandes là-dessus, j'en ferai, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour m'excuser auprès de ceux auxquels je ne réponds pas tout de suite ou auxquels je ne réponds pas du tout. J'oublie de répondre, même si ça doit être très rare. Mais voilà, même si ça reste très peu par rapport à la plupart des vrais youtubeurs, si je peux dire ça comme ça, on est quand même quasiment 1800 sur la chaîne, elle prend de l'ampleur. Et je vous en remercie, c'est vraiment super, ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai l'impression d'atteindre une sorte de seuil à partir duquel, là j'arrive encore à répondre à peu près à tout le monde normalement, mais je suis limite et si à l'avenir je vous réponds pas, je m'en excuse d'avance, c'est juste que j'arrive pas à tout gérer. J'essaye, je vis pas du tout de YouTube, c'est quelque chose en plus que j'adore faire, mais qui me prend beaucoup de temps. Donc je vous promets d'essayer de faire au mieux, mais que je m'excuse d'avance si c'est pas le cas et si je zappe de vous répondre. Troisième question qui revient pas mal au sujet des parties engagées. On me demande de temps en temps quelle formation j'ai à ce sujet. Alors je vais être clair, aucune. Moi je suis pharmacien de formation, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Donc j'ai une certaine connaissance via les études de la physiologie du corps, de la santé. Donc ça touche un peu au sport, mais voilà, je suis pas médecin du sport, pas kiné, etc. Je m'y connais bien en médicaments. Si vous voulez parler des AINS en course à pied, ça je peux en parler, il n'y a pas de problème. Ne le faites surtout pas. Après, pour ce qui touche aux parties engagées et donc à l'urgence climatique, en fait, ça fait un bon moment maintenant que je me sens très concerné par l'urgence climatique, donc que je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'ai commencé par des vulgarisateurs, en allant jusqu'aux activistes, en passant par évidemment les scientifiques. J'ai lu les rapports du GIEC et je continue de m'informer tout le temps à ce sujet, donc c'est beaucoup d'auto-formation. Sourcée évidemment, je fais toujours attention à où est-ce que je trouve les infos. Et puis pour répondre plus précisément à la question, quand je fais une partie engagée, il y a un gros travail de recherche, je sors pas ça à l'aide de mes connaissances comme on dit. Il y a un gros travail de recherche sourcé, je vous mets toujours les sources en description.
Et puis voilà, je crois que j'ai répondu. Autre question qui est un petit peu liée, j'ai l'impression que vous êtes pas mal aussi à apprécier les anecdotes historiques que je fais lorsque je peux dans mes vidéos. Alors pareil, hein, ça me vient pas du tout de ma formation, c'est juste que je suis très curieux, notamment à ce sujet-là. Donc c'est très simple, hein, quand il y a une course, je regarde le parcours, j'ouvre Google Maps, je regarde ce qu'il y a autour du parcours, quelle curiosité, quel monument, quel château je vais croiser. Je me renseigne à leur sujet. Et bon, ça, c'est quelque chose que je ferais même si je filmais pas mes courses, hein, parce que j'aime beaucoup voir ce que je vais croiser, connaître un peu l'histoire des lieux, même les paysages, quel mont je vais voir. C'est aussi quelque chose qui me fait aimer la course à pied en nature. Mais bon, voilà, là, étant donné que je filme mes courses, j'en profite pour vous partager ça. Vous avez l'air d'apprécier, donc je continuerai. À ce sujet, étant donné que mes vidéos de course, justement, sont devenues très longues avec un condensé de, ce qu'on disait, de trails, de parties engagées, d'anecdotes historiques, ça fait parfois, c'est très lourd à la fois pour vous à regarder et pour moi à monter. Je sais pas si c'est le meilleur format, n'hésitez pas à me dire, mais je réfléchis à d'autres formats. Par exemple, la prochaine course, je dis n'importe quoi, si je croise un château, plutôt que de raconter toute l'histoire de ce château, enfin toute l'histoire, de passer 2 à 3 minutes à parler de ce château, peut-être simplement le nommer, en parler 10 secondes, et puis revenir dessus dans un autre format, un format plus court comme les réels sur Insta, ou même sur TikTok, hein, j'ai créé un compte TikTok il n'y a pas longtemps, les shorts YouTube aussi. Voilà, donc c'est quelque chose auquel je réfléchis, qui je pense peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À vous abonner évidemment à mon Insta, à mon TikTok. Ça me fait rire de dire ça parce que TikTok, j'ai que 30 ans, hein, mais TikTok... enfin bon, on verra ce que ça donne. Et je pense qu'on peut faire du contenu intéressant sur TikTok, pourquoi pas. Et puis voilà, peut-être que je ferai ça. Je pense aussi que je vais republier toutes mes parties engagées des différentes vidéos de course que j'ai faites et que je ferai à l'avenir en mode vidéo seule, donc des vidéos en fait, qui dureront entre 5 et maximum 15 minutes. Je crois pas avoir fait de partie engagée de 15 minutes, mais bon voilà. Pour en fait avoir une playlist juste axée ce sujet-là pour ceux qui sont simplement intéressés par ça et peut-être pas trop par la course à pied. Ça sera un peu mieux organisé et donc juste axé engagement, essentiellement écologique. Tout ça, je sais que je me répète, hein, mais même si j'adore le faire, c'est beaucoup de taf. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire, un like, c'est ce qui m'aide le plus, tout simplement. Dernière question avant de passer à la suite, beaucoup me demandent des conseils niveau entraînement ou planification de l'entraînement. Alors je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de ça parce que je pense que je suis pas du tout la bonne personne pour vous répondre. Je comprends qu'on ait envie de savoir comment quelqu'un, par exemple pour quelqu'un qui ne fait pas de l'ultra et qui regarde mes vidéos, qu'il a envie de savoir moi comment j'ai réussi à aller jusqu'au format ultra en partant de rien ou d'un 10 km, quoi. Mais moi, j'ai, comme le reste, essentiellement fonctionné à l'auto-formation, en me renseignant sur Internet, en prenant des infos à droite, à gauche, pour essayer de savoir ce qui était le plus adapté. Je pense que c'est une bonne chose de chercher par soi-même et de ne pas écouter ce que ce qu'une seule personne va vous dire, donc en l'occurrence moi, d'autant plus que j'ai pas de compétences en la matière, qu'il y a plein de gens, que ce soit des youtubeurs, des coachs, des sportifs professionnels, qui en parlent beaucoup mieux que moi sur pas mal de plateformes, en podcast ou en vidéo, ou même sur les réseaux sociaux, hein. Et donc je me vois pas trop... je vous donnerai jamais des conseils, ça c'est sûr. Si vous voulez, je peux vous faire un retour d'expérience sur moi, comment je suis parti de ce point A qui est le 10 km pour arriver jusqu'à l'Ultra Trail. Mais si je fais ça, s'il vous plaît, prenez beaucoup de recul sur ça et dites-vous que je suis juste un gars lambda qui lui-même s'est inspiré des infos qu'il a trouvées sur Internet ou d'autres, que c'est pas parce que j'ai terminé un Ultra Trail que je sais comment il faut s'entraîner pour un ultra trail. J'ai ma méthode qui, j'ai l'impression, fonctionne à peu près bien, mais c'est pas du tout optimisé sur plein de points, notamment sur la récup. Et puis on est tous différents. Le mieux, c'est d'avoir les conseils d'un coach adapté à la personne
ou de se renseigner auprès de personnes qui en parlent parce que c'est leur métier, tout simplement. J'ai l'exemple de Courir Mieux sur Insta, qui lui, c'est son métier et c'est très intéressant la manière qu'il a d'aborder ce sujet-là. Mais voilà, quoi que je dise, gardez toujours en tête que c'est pas un conseil que je vous donne, je ferai peut-être un retour d'expérience si vraiment vous le voulez, mais je suis un gars lambda, 2, effectivement, je fais des résultats qui sont bien pour moi, c'est-à-dire que j'arrive à terminer dans le premier quart de course, mais moi, rien n'est optimisé, hein, comme je disais, mon objectif, c'est de finir l'ultra que je cours, si possible dans le premier quart de course, tout en faisant une belle vidéo, rien de plus. Donc je pense vraiment pas être la personne vers laquelle il faille se tourner pour avoir des conseils. Allez, passons maintenant à ce petit retour sur 2024. Donc si je reprends la liste des courses que j'ai faites cette année, on a eu le Trail d'Avenant en janvier, Trail du Grésivaudan en février, les Salamandres en mars, Marathon de Madrid en avril, la Maxi Race en juin, l'Urban Trail d'Andrézieux-Bouthéon en juin également, le Petit Train des Passerelles de Monténard en juillet, l'UT4M Challenge sur 4 jours en juillet aussi, la TDS en août, l'Endurance Trail des Templiers en octobre, et j'ai terminé l'année par le Trail du Monorail fin octobre, puis la Lyon-Sainté, pas Lyon en l'occurrence. La Lyon-Saint-Élion qui était début décembre pour terminer l'année. Donc ça fait 12 dossards au total, ce qui est vraiment pas mal, surtout en prenant en compte qu'il y a eu beaucoup d'ultra ou de courses longues. Dans ma tête, j'ai commencé l'année avec 3 vrais objectifs, donc le Marathon de Madrid, la Maxi Race et la TDS. En sachant que j'étais déjà inscrit à la Lyon-Saint-Élion, mais que je considérais déjà ça comme un bonus en fonction de l'état dans lequel j'arriverais à ce moment-là de l'année. Au début de l'année, je décide de prendre un coach pour 1 an, pour voir si ça peut m'aider à progresser, à passer un cap. Et ce nouveau coaching change pas mal mes habitudes de course. En 2023, j'étais à peu près à entre 80 et 100 km de course à pied par semaine en moyenne. Et là, début 2024, janvier-février, avec ce nouveau coach, je suis entre 40 et 60 km, donc beaucoup moins. Et c'est là que je me suis aperçu que, en fait, moi, j'avais besoin, pour être en confiance au début d'une course, d'être sûr de mon entraînement, de ma préparation, et que chez moi, ça passait par avoir fait pas mal de volume. La confiance vient avec le volume, chez moi, c'est comme ça. Donc sur les premières courses de l'année, janvier-février, donc Avenat, Grésivaudan, je me sens vraiment pas mal empâté, en sous-régime, presque désentraîné. Alors je sais pas si c'est lié à ça, ou si c'est lié à sa méthode de coaching. Je dis pas que sa méthode de coaching est mauvaise, mais par contre ce qui est sûr, c'est que moi ça me convenait pas. En plus, c'est un gars super, je dirais pas son nom parce que il sait même pas que je fais des vidéos sur YouTube. Mais voilà, j'ai eu une très bonne relation avec lui, juste je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné. Malgré tout, je lui en fais part, on change un peu 2-3 petites choses fin février, début mars, et on part sur la prépa marathon pour le Marathon de Madrid, qui arrive 2 mois après. Et mon objectif, le vrai objectif, c'était de faire moins de 3 heures, mais en réalité, j'espérais faire moins que ça. Pourquoi pas 2h55 ou moins. Je pense que j'en avais les jambes. Donc après les retours que je lui ai fait sur mes mauvaises sensations de janvier-février et ma sensation de ne pas m'entraîner assez, il change les choses, il met un peu plus de volume et surtout beaucoup plus d'intensité parce que c'est vrai qu'on attaque une prépa marathon et que il faut faire du fractionné. Donc j'enchaîne un peu les séances. Je cours aussi le Trail des Salamandres où j'ai des meilleures sensations. Mais semaine suivante après le Trail des Salamandres, donc mi-mars, je me blesse musculairement à la fesse. Avec le recul, en fait, je pense qu'on est passé trop vite de pas grand-chose en janvier-février, avec très peu d'intensité, à un peu plus en volume en mars, mais surtout beaucoup de séances d'intensité, parfois enchaînées. Et certes, j'ai l'habitude de faire du volume avec les ultras que j'ai préparés les années précédentes, mais par contre, enchaîner les séances d'intensité, surtout sur place, sur bitume, pour moi qui fais surtout du trail, le corps n'a pas supporté et je me suis blessé, si mes souvenirs sont bons, quasiment 3 semaines, sans courir. Donc autant vous dire que la prépa marathon a été bien écourtée. En plus, en sortant de cette blessure, quand ça commence à aller mieux, je chope la grippe. Donc malade de nouveau 1 semaine sans pouvoir courir quasiment.
En gros, ça m'a enlevé 1 mois d'entraînement. Donc, après avoir été out quasiment 1 mois avec cette blessure, puis la grippe et les problèmes respiratoires liés à la maladie, je me retrouve début avril avec 3 semaines pour sauver ce qu'il y a à sauver. Je m'entraîne à peu près correctement, là, dans mes souvenirs. Mais j'arrive à Madrid pas du tout confiant. Hein. Enfin, on prépare pas un marathon en 3 semaines. Je prends le départ en partant sur les allures que j'avais prévues à la base, hein, même s'il y avait très peu de chances que ça tienne. J'explose quand même assez tôt, entre le 25e et le 30e dans mes souvenirs, mais j'arrive à tenir juste ce qu'il faut pour terminer en 2h59, donc moins de 3 heures, contrat rempli. Évidemment très content, surtout au vu de la préparation. Et puis c'est une bonne chose de faite, quoi. C'est une belle marque de passé que c'est fait. Voilà. Une bonne chose de faite, mais le marathon était le 28 avril et la Maxi Race est le 1er juin, donc 1 mois et 3 jours plus tard. Ça arrive très très vite, d'autant plus que le bilan de l'année à ce moment-là, c'est beaucoup de mauvaises sensations, une blessure et essentiellement de l'entraînement à plat sur bitume. En fait, moi j'avais imaginé, quand j'avais parlé au coach de mon programme de la saison, que pendant la prépa marathon, en janvier, février, mars, il me ferait faire quand même des sorties en nature pour entretenir un petit peu ce que j'ai acquis les années précédentes, niveau dénivelé, niveau un petit peu avoir l'habitude de courir sur des terrains un peu techniques ou au moins nature, voilà. Et c'est pour ça que je comprenais pas que je fasse juste 40 à 60 km par semaine et pas 80 ou presque 100, parce que j'avais la caisse pour les encaisser tant que je mettais pas trop d'intensité, je pense. Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait. Et le fait est que j'arrive début mai, donc juste après le marathon, donc une semaine de récup après le marathon. J'ai 3 semaines pour préparer un 100 bornes. Là aussi, c'est short, je fais quelques bonnes séances, je me remets à faire du déni, à aller un peu dans le technique en nature, mais on prépare pas un 100 km en 3 semaines. Et puis même là, même après lui avoir fait part du fait que j'avais toujours l'impression de pas faire assez de volume, certes j'en fais peut-être un petit peu plus, mais je suis pas convaincu par la quantité, et j'arrive sur la Maxi Race sans trop de doute de finir la course, mais pas avec l'impression que je suis prêt à faire une belle perf, quoi. Donc encore une fois, je veux pas lui jeter la pierre, c'est juste que je pense qu'on a des visions d'entraînement qui sont pas les mêmes. Il s'y connaît beaucoup mieux que moi sur tout ça. Moi, j'étais un peu le cul entre deux chaises, entre vouloir l'écouter parce que justement il s'y connaît mieux, mais en même temps je me connais aussi et je sais de quoi j'ai besoin pour réussir les courses. Et bref, j'ai dit que pendant 1 an je voulais faire un coaching, j'ai essayé pendant 1 an le coaching. D'ailleurs vous verrez que j'ai continué jusqu'à la fin à suivre à peu près ce qu'il me disait. Le fait est que j'arrive sur la Maxi Race pas assez près. Je fais 50 bons kilomètres où je me sens à peu près bien. Et puis en fait, au bout de 50 km, j'avais pas la caisse, c'était pas suffisant. Et donc, je termine assez difficilement la course et avec un temps qui me satisfait pas du tout. Donc si je fais le bilan de cette première moitié de saison, honnêtement, je suis pas satisfait. Certes, je suis passé en dessous de 3 heures au marathon, mais en réalité, je pense que j'aurais pu faire moins. Je me suis blessé et tous les trails que j'ai fait des moins bonnes performances que ce que j'espérais. Que ce soit au niveau des indices, hein, ITRA, UTMB, même si je sais que c'est plus difficile de faire les mêmes côtes qu'avant, mais aussi niveau sensation. Je ne me suis pas du tout senti aussi bien que l'année passée. Donc après ce début d'année que je considère raté, j'arrive début juin avec 3 mois pour préparer le vrai gros objectif de l'année, la TDS. Là, ça c'est... pour le coup, la motivation est vraiment là parce que je prépare quelque chose que je n'ai jamais réussi, que j'ai tenté une fois sur Nice, mais que j'ai abandonné mon premier 100 miles. Je sais que c'est un vrai ultra trail de montagne, ça va être différent de ce que je connais, donc aucun problème à se motiver pour aller courir, pour s'entraîner. En plus, je trouve qu'à ce moment-là, l'entraînement du coach correspond un petit peu plus à mes attentes niveau volume. En fait, on ne se connaissait pas assez au début et il s'est un petit peu adapté à ce que je lui demandais. Mais par contre, c'est une période hyper dense au niveau du taf pour moi et aussi au niveau vidéo, montage.
j'ai décidé de faire un suivi de toute ma prépa TDS, donc j'étais sans arrêt en train de courir, caméra à la main, je montais les épisodes de la prépa TDS, j'avais les autres trails à côté qu'il fallait monter, donc la Maxi Race, puis Urban Trail d'Andrézieux-Boutéon, le trail du petit train des passerelles de Monténard, les 4 jours de l'UT4M, bon au final j'en ai monté que 2, et puis préparer toujours les parties engagées, enfin toujours la même histoire. Et donc en fait, pendant cette période, je faisais travail, courir, monter. Et en fait, j'aime ça, mais aussi c'est hyper usant de rien faire d'autre. Et je pense que j'ai gâché pas mal d'énergie à ce moment-là. Et c'est là aussi que se sont vraiment accentués les problèmes de sommeil. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, mais dans cette période très dense là, c'est devenu en fait de pire en pire, jusqu'à donc prendre le départ de la TDS en n'ayant quasiment pas dormi. Et encore une fois, c'était pas une question de stress, hein, probablement plus d'excitation et d'avoir trop de choses à penser, trop de choses à faire. Cette TDS, je la termine et je suis très heureux de la terminer, mais encore une fois, loin des temps que je pensais pouvoir faire, avec une lutte continue contre la fatigue, et peut-être en ne prenant pas autant de plaisir que ce que j'aurais pu si j'avais été en bonne forme et si je m'étais imposé moins de choses à côté. Donc ça, c'est totalement de ma faute. Mais voilà, j'ai aussi appris de cette période. Et malgré tout, je termine la TDS, je termine mon premier 100 miles, et c'est quand même l'essentiel là-dedans. J'en suis très satisfait, c'est pour moi ma grosse réussite de l'année. À noter aussi qu'entre la Maxi Race, c'est la première fois où ça m'est vraiment arrivé, et la TDS, où là pour le coup j'en ai pas trop eu, il y a pas mal de nouveaux petits soucis qui apparaissent que j'avais quasiment jamais eu jusque-là, donc surtout liés à l'alimentation, nausées, vomissements. J'en ai pas mal parlé dans mes vidéos de cet été parce que c'était ce qui me posait le plus de problèmes. Donc sur la Maxi Race, sur le petit train des passerelles de Monténard, et puis sur les jours 2, 3, 4 de l'UT4M, j'ai vraiment des nausées, vomissements, un nouveau problème que j'ai dû gérer, que je pense avoir résolu aujourd'hui en changeant la charge glucidique que je prends à chaque heure de course, et puis en modifiant entre le solide et le liquide. Je prends un petit peu plus de liquide, des boissons ISO, ça passe un petit peu mieux. Donc voilà, je pense avoir résolu ce problème, mais c'était encore une nouvelle chose à gérer dans cette période. Après cette TDS, en fait, finalement, on est déjà en septembre, c'est quasiment la fin d'année, la fin de saison, quoi. Mais bon, comme on est obligé quasiment aujourd'hui, si on veut faire des courses, de s'inscrire 1 an à l'avance, j'avais pris une place pour l'Endurance Trail des Templiers, parce que j'avais envie de faire ce monument du trail. Je m'étais un petit peu dit que ce serait un objectif bonus. Alors je sais que j'ai déjà dit que la Lyon-Saint-Élion était bonus, mais je voyais ça comme un objectif bonus après la TDS si j'étais capable de le courir. Sinon je comptais revendre ma place. Et finalement, donc j'ai cette Endurance Trail des Templiers qui arrive autour du 20 octobre. Là, dans cette prépa Templier, c'est le moment de l'année où je me sens probablement le mieux au niveau physique. On commence à mieux se connaître vraiment avec mon coach. Il me met plus de volume, je comprends un peu plus ses entraînements. Et ouais, je me sens vraiment solide, quasiment au même niveau que l'an dernier dans les entraînements. Malheureusement, là, c'est des problèmes de sommeil qui prennent vraiment le pas sur le reste. J'arrive à l'Endurance Trail des Templiers vraiment confiant, même si j'ai pas énormément dormi les nuits d'avant, mais bon, voilà, ça y est. Par contre, je fais une nuit blanche complète avant la course. Je la termine, encore une fois. Évidemment, ça me la gâche forcément, mais sur 14-15 heures de course, là, c'était encore gérable, surtout en partant à 4 heures du matin, on court que 2 jours. Donc l'endormissement était là, mais c'était gérable. Je termine la course et je suis encore une fois content de terminer une nouvelle course qui plus est mythique du paysage du trail français. Et même si la météo n'était pas du tout au rendez-vous, bon là j'étais un peu déçu parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et à vous montrer que j'ai pas vraiment pu vous montrer dans la vidéo. J'étais quand même satisfait de la course parce que je pense que c'est l'ultra que j'ai le mieux réussi cette année, malgré les petits soucis dont je viens de vous parler. Et pour en revenir à la météo, d'ailleurs, globalement, cette année, ça a été assez compliqué. La Maxi Race,
Je la fais vraiment dans la boue tout le long, en voyant le lac une fois ou deux maximum sur les 95 bornes. Donc là, les Templiers, j'en parle même pas. Les passerelles de Monténard, j'ai pas vu un seul paysage. L'UT4M, on a quand même eu un sale temps sur la fin. En fait, il y a eu la TDS où on a eu beaucoup de chance, mais bon, je vais pas me plaindre, c'était vraiment la course où j'avais envie qu'on ait un beau temps. Et après les Templiers, donc pour finir l'année, le bonus du bonus, la Saint-Élion, ou plutôt la Lyon-Saint-Élion cette année. Donc là honnêtement, je suis pas parti sur un truc complexe, hein, et le coach était assez d'accord, pas refaire un truc spécifique, plus courir un peu comme j'en avais envie. Je fais un trail pour Halloween le 31 octobre, un peu de vitesse pour le plaisir, et ensuite je fais surtout de l'entretien, beaucoup de volume, pas trop d'intensité avant la Lyon-Saint-Élion. De toute façon ça aurait pas été très utile. Et puis après, bon, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo de la Saint-Élion, mais là, vrai problème de sommeil avant la course, la veille de la course, pendant la course. Donc ça donne ce que ça donne. C'est pas grave, je reviendrai plus en forme une prochaine fois. J'ai déjà fini cette course, donc j'ai pas de regrets. Donc si je dois faire un bilan de cette année, je pense que en toute objectivité, j'ai pas ou peu progressé. Par contre, j'ai appris plein de trucs, notamment sur à quel point l'hygiène de vie est le plus problématique chez moi pour essayer de performer un peu mieux. Alors je vous rassure, hein, je fais pas n'importe quoi. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est essentiellement le sommeil, hein, même s'il y a d'autres choses à améliorer, comme toujours. Mais voilà, c'est en améliorant ma qualité et ma durée de sommeil, notamment les semaines d'avant-course, que je pense que je pourrais aller grappiller des minutes et des heures sur les trails et ultra-trails. Là, j'ai l'impression que ça va déjà un petit peu mieux, mais bon, il reste du boulot et on verra sur les premiers trails de l'année 2025 ce que ça donne. Je me suis aussi rendu compte que le coaching ne me correspondait donc pas. Alors non seulement avec tout ce que je viens d'évoquer avec vous, le fait qu'on ait une vision un peu différente avec mon coach de comment s'entraîner pour des ultras. Je le remercie malgré tout, hein. Si par hasard il tombe sur cette vidéo, c'était quelqu'un de très bien. Je pense simplement que, on dirait que j'en parle comme s'il était mort, c'est quelqu'un de très bien, simplement je pense que ça correspondait pas. Et non seulement sur ce point-là, mais aussi sur le fait, je me suis aperçu que très souvent j'étais mitigé. Par exemple, si j'avais une séance, je dis n'importe quoi, de home trainer 1h30, mais qu'il y avait un grand soleil dehors, moi j'avais envie d'aller courir, quoi, pas de faire du home trainer. Et ouais, c'était un petit peu toujours cette ambivalence, savoir ce que je voulais faire. Si je faisais ce que j'ai envie de faire, parce que je considère que le plaisir doit rester au centre de la pratique, en même temps, je vais pas suivre son plan, et je me dis, mais il va se dire que je suis pas son plan, donc forcément que ça va pas derrière sur les courses, etc. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce que je choisis de faire ? Et puis aussi, quand on a des séances qui sont préparées par quelqu'un d'autre et que c'est pas nous qui mettons en place, quand l'emploi du temps change, quand je sais pas, on a une séance qui s'improvise avec les potes ou qu'on veut aller se faire une rando course avec d'autres potes, en fait, tout est toujours chamboulé. Et pour moi, en tout cas, c'était pas adapté, mais je suis très content d'avoir essayé pendant 1 an. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait si ça nous correspond ou pas. Point positif par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé avec les bâtons en montée. J'ai acquis une technique d'utilisation des bâtons que j'avais pas avant. Je monte beaucoup plus vite et en m'économisant beaucoup plus qu'avant, avec un certain rythme qu'il faut prendre. Par contre, point négatif, toujours pas mal de problèmes au niveau des chevilles. Je me suis fait une entorse 4 fois cette année, je crois, dont 2 en Beldon. Donc beaucoup de boulot à faire à ce niveau, beaucoup de boulot à faire à tous les niveaux, mais particulièrement sur le renforcement des chevilles, sur le travail sur des sentiers techniques. Voilà. Le jour où mes chevilles seront un petit peu plus solides, où j'aurai moins d'appréhension, je vais progresser dans les descentes, particulièrement les descentes techniques, qui, vous le savez, sont les segments sur lesquels je perds le plus de temps en course, et d'énergie aussi, hein, parce que quand on essaye de se freiner en étant à 2 à l'heure dans des descentes très raides et techniques, et qu'on voit en plus ceux qui nous dépassent, c'est à la fois dur physiquement et dur mentalement. Donc grosse marge de progression là-dessus, j'essaierai de travailler tout ça. Et puis je vais essayer de reprendre un petit peu aussi, alors j'en ai jamais fait beaucoup, hein, mais la natation et continuer le vélo pour croiser les entraînements, faire plus de volume sur ces 3 sports. Et normalement, ça peut que faire progresser.
Dernière partie de la vidéo, mon programme de 2025, donc qui n'est pas définitif pour le moment. Là, je vais vous parler des grosses courses que j'ai prévues, auxquelles je suis inscrit ou presque inscrit. Mais il y aura probablement d'autres petites trails, voire petites courses sur route, je ne sais pas encore, pour venir compléter tout ça, qui s'inséreront dans la prépa. Donc je vais commencer le 8 mars par le trail du Ventoux. Donc après, comme je disais, peut-être janvier-février, des petits trails locaux. Mais 8 mars, trail du Ventoux, le 75 km avec 3900 D+. J'avais oublié que c'était autant en D+. Ça va être un beau morceau. Surtout que je crois que c'est très technique. Donc, parfait, parfait pour commencer l'année par de belles entorses. Je rigole évidemment, je vais essayer d'arriver prêt sur cette course. Ensuite, j'enchaînerai début avril, je crois que c'est le 5, par le 60 km du trail du Pays des Châteaux de la Loire. Non, trail du Pays des Châteaux, ancien nom trail des Châteaux de la Loire. C'est juste à côté du Loiret, j'ai de la famille par là-bas, donc j'ai envie de le faire depuis longtemps ce trail. Alors je dis trail, mais c'est plus une course nature, c'est 60 km pour 350 D+, je crois. Donc vraiment c'est plat de chez plat, il va falloir courir, et c'est pas mal, ça me permettra d'essayer de travailler un peu la vitesse, courir moyen vite, comme dirait Baptiste Chassagne. Et ensuite, après ça, j'enchaîne par... alors, je ne suis pas encore inscrit, mais normalement, le Pilat Trail, le 28 mai, je crois que c'est le 28 mai, sur le 80 km. Non, j'allais dire n'importe quoi, la traversée des Chiras, mais je crois que traversée des Chiras, c'est le 42. En tout cas, le 80 km avec 4000, je crois qu'il y a 4000. Donc là par contre je connais très bien le Pilat, c'est juste à côté de la maison, donc c'est pratique aussi de faire ce trail. Ça faisait aussi un petit moment que je voulais le faire et ça tombe au bon moment cette saison, donc normalement je serai sur cette course. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que pour le trail du Pays des Châteaux, j'ai du mal, il y a le trail le samedi de 60 km et ils organisent un marathon de Cheverny le dimanche. Donc je réfléchissais, je sais pas, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais si j'ai les jambes à enchaîner les deux, faire le trail de 60 km le samedi et le marathon le dimanche, ça fait un gros bloc d'entraînement. Après c'est sûr que c'est quasiment que du plat, donc si je sens qu'il y a un risque de blessure, je le ferai pas. Comme toujours, c'est trouver la limite entre l'envie et la raison. On verra ce qui prime à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça fait un début d'année assez chargé, mais en même temps il n'y a pas de très longue distance, donc je pense que c'est faisable, mais je verrai vraiment en fonction de si je sens qu'il y a un risque de blessure ou pas, sachant que si je fais le marathon de Cheverny le dimanche, ça ce sera en mode vraiment très tranquille. J'essaierai de courir le trail le 60 le samedi le plus vite que je peux, et de faire le dimanche, je sais pas moi, peut-être un marathon en 4 heures pour le courir tranquillement quoi. Donc un début d'année assez chargé, mais en même temps, comme j'ai dit, pas de gros ultras de 100 bornes ou plus. On arrive ensuite au trail de l'été, et là en fait on va avoir ce qui seront en réalité les objectifs de l'année. D'abord la montagnarde, qui est le 5 juillet, donc le 100 km avec 7200 D+, c'est vraiment un beau ratio distance dénivelée, un vrai ultra de montagne qui honnêtement me faisait très envie. Donc là je suis inscrit, ça c'est fait. Et puis si le tirage au sort de l'UTMB est positif, normalement ça enchaînera avec l'UTMB fin août. En fait, je vois cette montagnarde, ce 100 km, comme une bonne prépa à l'UTMB, puisque quasiment 2 mois avant. En plus, la montagnarde étant donné qu'il y a un gros ratio distance dénivelée, je me dis qu'il y a beaucoup de montées et descentes probablement assez raide, qu'au final on court pas tant que ça, donc les chocs sont peut-être moins importants, ça va surtout être un travail très musculaire, même si bon, sur 100 bornes ça reste costaud, mais je pense que c'est une bonne prépa pour l'UTMB. Je pense pas que ce soit trop proche, enfin voilà, et puis en plus je vois le Pilat Trail déjà comme une prépa pour cette montagnarde. En tout cas, tout ça sous réserve d'avoir le tirage au sort positif de l'UTMB. J'ai 8 Running Stones, donc c'est faisable, mais rien n'est sûr. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mais donc voilà, j'ai pas encore prévu la fin de saison après l'UTMB, qui je pense cette année sera plus cool, sauf si j'ai pas l'UTMB.
Si j'ai pas l'UTMB, ce sera soit un autre ultra trail, hein, probablement un 100 miles. J'ai des trucs en tête, hein. Il y a le Nice Côte d'Azur sur lequel j'ai une revanche à prendre. Il y a l'ultra trail des montagnes du Jura. Il y a, je sais plus si c'est à cette période-ci, il y a l'Infernal Trail des Vosges aussi. Enfin, j'en ai plein en tête. Et puis pourquoi pas, sinon une course sur route. Prendre septembre, novembre, décembre pour faire une vraie bonne prépa marathon et aller chercher un marathon de fin d'année. Je crois qu'il y a Florence en novembre, ou il y a Amsterdam en décembre, ou Pise peut-être, je sais plus exactement. Mais voilà, il y a des villes où ça peut être sympa d'aller faire un marathon. Ça, ce sera si l'UTMB si j'ai pas l'UTMB. Voilà pour ce programme 2025 qui me fait toujours envie, hein. C'est le principal, hein. Tant que la motivation est là, c'est qu'on court pour les bonnes raisons. Comme toujours, j'essaierai de faire de belles vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de bonnes fêtes, même si au moment où la vidéo sort, tout ça s'est passé. Et puis de bonnes courses et une belle année 2025, que ce soit sur les sentiers ou en dehors. Et puis je vous dis à bientôt pour les premières vidéos de 2025.